Bon, il est 3h du matin, on est le 15 mai 2020, et après des mois de procrastination, de manque d'inspiration et de versions assez décevantes, je me retrouve à écrire cette vidéo à moins de 24 heures du rendu. Sauf que cette fois, je sais exactement ce qui a fait que je n'ai pas réussi à écrire quoi que ce soit que je puisse considérer comme bon avant maintenant. Je pouvais croire ce que je voulais, le confinement m'a mis dans un état psychologique et intellectuel inédit, intenable et surtout contre-productif. Donc, après plusieurs versions de ce projet, dont une qui a d'abord ressemblé à un recueil de textes écrit chaque dimanche sur mon Instagram pour parler de mon ressenti, et une autre qui a servi de guide de survie face au confinement, j'ai été confronté à la dure réalité. Le confinement s'est fini avant même que je puisse assembler l'énergie, le temps et l'inspiration nécessaires pour faire un projet digne de ce nom et digne de ce que je voulais transmettre. D'ailleurs, en l'honneur de ce guide de survie qui n'a paradoxalement pas survécu, voici un extrait. Tout ce qui est atteignable facilement peut vous aider à garder le moral. Et si vous en avez marre des petits objectifs, n'ayez pas peur de viser plus haut. Ouais, c'était une façon de parler. Voilà, c'est pas glorieux, hein. J'ai donc décidé de tout déballer carte sur table, en ce format hybride un peu spécial et de parler de mon propre ressenti, de mon expérience face à cette solitude. Cette incapacité cérébrale face au confinement et, évidemment, essayer d'en tirer des conclusions ou des observations anthropologiques en sous-texte. Si je ne peux pas garantir d'avoir un point de vue exclusif et d'apporter des grandes idées novatrices et réfléchies par rapport à tout ce qui a déjà été dit sur cette période d'insécurité, il vaut mieux que je parle concrètement de mon expérience. Nous sortons donc de 2 mois complets de confinement total, et j'ai personnellement passé ces 2 mois dans le sud de la France, chez mes parents, dans un petit hameau perdu, juste ici. Un endroit super dans la nature, loin de mes 14 mètres carrés parisiens et de sa solitude intrinsèque, qui m'a évité les tracas liés aux courses, à la cuisine, et qui m'a évidemment permis d'avoir des êtres humains à qui parler durant au moins quelques minutes, voire quelques heures chaque soir. Et heureusement que mes parents étaient là, car les heures sombres remplies de mélancolie, de solitude ultime furent nombreuses et très longues. Et si un sentiment dominant s'est dégagé parmi tant d'autres, c'est le manque de recul. Là où la nature apporte de l'air frais, des beaux paysages et du calme, elle m'a mis pas mal de bâtons dans les roues sur les questions de connexion internet et de divertissement possible. Des gros bâtons dans des petits trous. Du coup, j'ai passé de longues heures seul face à cette infinie, belle mais redoutable nature qui pousse les hommes à se recentrer sur eux-mêmes et les empêche de se divertir pour échapper à leur tracas. Bon, sauf quand mon chien m'accompagnait, là c'était une autre histoire. D'ailleurs merci à Joya de m'avoir sorti de ces heures de doute et de questionnement sur mon existence, sur ma condition et sur l'infini de l'univers. Parce que l'introspection, c'est bien, mais 2 mois d'introspection plus ou moins constante, c'est moins bien. Cette introspection et ces longues heures à trop réfléchir ont été bénéfiques au début. J'ai pu faire le point sur plein d'éléments problématiques de ma vie, avoir des réalisations importantes sur des sujets vitaux qui m'ont retenu en arrière pendant des longs mois auparavant. Vivre avec moi-même directement, sans passer par la présence d'autrui ou par des activités occupant tout l'espace disponible dans ma tête. Mais au bout d'une semaine, j'avais déjà passé des heures et des heures seul avec moi-même. L'introspection bénéfique s'est transformée en boucle infernale et sempiternelle de pensées si peu pertinentes. Je ressassais des problèmes qui semblaient de plus en plus éloignés de ma vie quotidienne, qui finissaient par paraître métaphysiques, externes à ma vie. Au-delà de la perte de temps que cela a provoqué, je revenais aussi en arrière sur les avancées faites durant la première semaine. Je me suis retrouvé à vouloir le retour de certaines personnes dans ma vie. À presque envoyer certains messages désespérés à mon ex. Et surtout à ne pas réussir à écrire une seule ligne de texte. Que ce soit un exposé ou les multiples scénarios en cours d'écriture, et qui pourtant me passionnent, j'étais en plein syndrome de la page blanche, mais version hardcore. Comment trouver l'inspiration devant le même quotidien et la même promesse du futur proche qui ne semble pas évoluer ? Comment se sentir légitime avec ses propres problèmes qui semblent tellement mineurs face à la gravité de la situation mondiale ? Comment écrire sur des sujets aussi éloignés de ce que notre cerveau avale tous les jours ? Comment avoir du recul sur ce qu'on écrit quand le seul juge disponible partage le même corps, la même chambre et les mêmes idées noires ? Face à ces nombreuses problématiques, la seule solution que j'ai trouvée, ça a été la procrastination. Ou le déni.
Je me suis donc plongé, comme beaucoup d'autres, dans le seul refuge accessible plus ou moins facilement, la culture. En essayant de ne pas tomber dans la culpabilité parce que je ne regardais pas que des choses intelligentes, parce que je ne lisais pas assez, parce que je perdais du temps à avoir un semblant de vie sociale via Messenger pendant des heures avant de lancer un film. Et surtout, à ne pas tomber dans la culpabilité liée à la procrastination, et me dire que tout ce temps libre peut aussi être destiné juste à me reposer, à me détendre et à apprécier toutes les offres qui nous sont accessibles ici. J'ai donc passé des heures devant des films, seul, avec mes parents, sur tous les services disponibles et imaginables, des séries intelligentes, d'autres un peu moins. J'ai participé au monopole de grandes entreprises, mais j'ai aussi honoré le cinéma d'auteur. J'ai en tout regardé 70 films durant cette cinquantaine de jours confinés. J'ai aussi regardé 9 séries différentes, des centaines de vidéos YouTube. Au final, si le cinéma ne m'a pas apporté le recul dont j'avais besoin, il m'a aidé à survivre et à trouver un but, une utilité à tout ce temps disponible mais pourtant si dur à combler. La partie la plus dure à gérer, c'est peut-être au final le surplus d'informations, contradictoires, parfois pleines d'espoir, mais surtout inquiétantes, déprimantes, moralisatrices, biaisées, transformées et constantes. J'ai essayé le plus possible de me tenir éloigné des infos sensationnelles, inhumaines et vaines, de me contenter des médias classiques pour les discours importants, les décisions, les règles à suivre. Monsieur le ministre, c'est à vous. Monsieur le Premier ministre. Pour garder un pied dans la réalité du monde sans me perdre et m'enliser dans des heures de débats inutiles et stériles sur un sujet qui nous dépasse tous. L'ambiance générale n'était pas qu'anxiogène, parfois elle frôlait le désespoir complet. Ce désespoir était peut-être aussi dû à cette monotonie assez impressionnante qui a quand même eu un avantage, faire passer le temps extrêmement vite. Enfin, quand je dis extrêmement vite, je veux surtout dire d'une manière assez paradoxale. Chaque seconde, chaque minute semblait durer une éternité, et pourtant, c'est comme si le mois d'avril n'avait même pas eu lieu, tellement il est passé en une flèche. Mon rapport au temps a été assez spécial. Les jours, les nuits, les repas, les douches, les réveils semblent se confondre et ne faire qu'un amas de souvenirs peu intéressants avec mon recul actuel. Il est évidemment clair que le monde était un peu en pause durant ces 2 mois. Mais j'ai aussi l'impression que ma vie était en pause. Même si le dialogue avec l'extérieur, avec mes amis, par message ou par visioconférence était maintenu, j'ai la drôle d'impression d'avoir été totalement isolé du vrai monde durant des années. Comme si j'avais été envoyé en retraite spirituelle au Tibet pendant 5 ans, mais que tout ce que j'en avais tiré est à quel point la vie sociale, culturelle et les quelques surprises de la vie en société étaient essentielles à mon instinct de survie et à la conservation d'un quotidien assez palpitant pour vouloir en voir la suite. Pour, au final, tirer les mêmes conclusions que le monde entier, que ce soit au niveau personnel ou universel. Le confinement c'est pas cool, le monde doit changer, les métiers de première ligne doivent être plus importants, mieux payés, Trump est une terrible personne, mes amis me manquent, les apéros me manquent, les câlins me manquent, et le besoin du retour à la vie d'avant triomphera sans doute sur le besoin vital de changement majeur dans le monde actuel. Mais d'une certaine manière, je me dis que mon ressenti et ce que j'en tire à un niveau personnel plus profond est important et unique. Vivre dans un coin reclus sans être confronté tous les jours aux files inquiétantes devant les supermarchés, loin des Parisiens qui sortent sans se soucier des règles sanitaires, n'apporte certainement pas le même recul que pour celui qui l'a vécu, reclus face aux 4 mêmes murs délabrés en haut d'un appartement à la vue gâchée par les autres immeubles. C'est cette raison qui m'a poussé à prendre cet angle personnel. Je suis un être humain, j'ai vécu ma propre expérience de cette pandémie mondiale, qui est loin d'être finie, et je suis donc le mieux placé pour discuter des effets néfastes mais parfois bénéfiques de cette solitude et de ce désespoir inédit. J'aurais pu interviewer mes parents, ma sœur, mon chien, mais j'ai préféré apporter ma vision des choses d'une certaine manière privilégiée, avec tout mon manque de recul, de joie de vivre et d'objectivité. Au fond, quitte à parler de confinement comme tout le monde, autant parler de mon confinement. Comme tout le monde.